Bonsoir à toutes et tous. Ce que je craignais, heureusement, vous enlever quelques craintes en étant présent. Je me disais qu'en mettant le forum au semestre d'été et plus à cette heure-ci, la concurrence du soleil deviendrait vraiment absolument impossible à surmonter. Et voilà, on se retrouve une fois de plus pour une séance. Alors ce soir, avec Olivier Meuchler. Olivier Meuchler est sociologue de la culture. Il est actuellement collaborateur scientifique à l'Office fédéral de statistique à Neuchâtel, où il travaille dans le cadre d'une vaste étude nationale sur les pratiques culturelles des Suisses, après des études sur les pratiques culturelles des Français. Il est également chercheur associé à l'Observatoire Sciences politiques et sociétés de l'Université de Lausanne. Parallèlement aux recherches qu'il poursuit actuellement à l'Office fédéral de statistique, Olivier Meuchler a préparé une thèse de doctorat en sociologie qu'il soutiendra à Lausanne début octobre, thèse qui porte sur ce qu'on nommait autrefois le nouveau cinéma suisse et la politique fédérale en matière de cinéma dans les années 1960-1970. Sa conférence de ce soir va nous permettre de prolonger certaines des réflexions déjà abordées dans le cadre du forum, notamment par Daniel Vanderburg, tout en ouvrant un nouveau chapitre, celui du 7e art, à travers une interrogation: à quoi servent les cinéastes? L'interrogation qui est précisément celle qui a occupé les réalisateurs, les producteurs, les critiques, mais aussi les experts fédéraux et autres représentants de l'État helvétique au moment où il s'agissait de définir une politique du cinéma au niveau de la Confédération, avec l'entrée en vigueur de la loi sur le cinéma en 1963. Parmi les publications d'Olivier, outre de nombreux articles, on peut citer plusieurs rapports de recherche qui ont fait date, dont en 2006 un rapport sur les publics du cinéma en Suisse, une étude sociologique pour le compte de l'observatoire où il travaille à l'Université de Lausanne et l'Office fédéral de la culture. 2 ans auparavant, en 2004, avec Jean-Yves Pidou et Daniela Morigi, une recherche sur les figures complexes de l'intermittence et de l'intégration, formation et emploi dans les professions artistiques du spectacle, une recherche qui a été financée par le Fonds national. En 2001, toujours avec Jean-Yves Pidou, un bilan très nécessaire et très précieux que moi j'ai souvent l'occasion de consulter sur les sources de la statistique de la culture et les indicateurs statistiques culturels prioritaires pour le compte de l'Office fédéral de la statistique. En 2000, enfin, une recherche que certains d'entre vous connaissent sur les publics de la culture à Lausanne, enquête sur la fréquentation des institutions culturelles, recherche menée en collaboration avec le Bureau lausannois de statistique et le service des affaires culturelles. Alors Olivier et moi, nous nous connaissons depuis bien longtemps. J'ai déjà eu l'occasion de collaborer avec lui et d'apprécier ses talents de chercheur, si bien que je me réjouis d'entendre avec vous ce soir. À propos de cette thèse, dont j'ai appris par un email il y a quelques jours qu'elle faisait déjà 1000 pages et qu'elle n'était pas encore terminée, donc je me réjouis de passer mon été à lire sa thèse. Ça va occuper quelques soirées. Avant de donner la parole à Olivier, quelques informations comme d'habitude. Tout d'abord, Olivier a enregistré ce matin une émission Dardar, il est intervenu dans l'émission Dardar, où il a donné un entretien de 20 minutes, donc cette émission Dardar sur Radio Suisse Romande 2, donc vous aurez sur le site du forum un lien avec l'émission en question si vous voulez entendre Olivier dans cette interview. Je vous rappelle également l'interview qu'a donnée Dario Gamboni, qui interviendra le 21 mai dans une autre émission de la RSR qui s'appelle Les Temps pour Coup, que vous trouvez aussi en lien sur le site du forum. La semaine prochaine, nous avons la table ronde autour du projet Danse avec Carole Jubin, Anne Davier et Marc Durand. Donc ce sera 3 intervenants et nous aurons une discussion autour du projet Danse, qui est un projet important pour le milieu de la danse en Suisse. Et encore une fois, donc dans 15 jours, Dario Gamboni, historien de l'art, qui viendra mettre un point final à ce forum. Et j'ai demandé à Dario de relancer nos débats avec le regard qui est celui d'un historien de l'art, cette discipline si proche de la sociologie de l'art à bien des égards. Enfin, dernière info, le Ciné Sociaux se termine demain soir, donc la 5e et dernière séance. Nous verrons ensemble un classique du cinéma, Sunset Boulevard, de Billy Wilder. J'espère que les jeunes étudiants seront là, parce que quand j'ai annoncé cela dans un autre cours, personne n'avait jamais vu ce film, donc c'est intéressant. Et la modératrice et l'animatrice du débat de demain soir, ce sera notre collègue
Annick Dubié, dont il se trouve qu'elle est sociologue et sémiologue et qu'elle travaille sur la question de la célébrité. Enfin, ce soir, pour poser les premières questions et animer les débats, notre collègue argentine, Victoria País de Marco, donc qui te passera pour la première à la moulinette des questions, et puis ensuite le public s'exprimera sur ta présentation. Donc à toi la parole, en te remerciant encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Merci André pour ces mots de bienvenue. Merci à vous d'être venu. Donc tout à l'heure, il y avait une personne au fond qui était venue ici en croyant qu'il y aurait une conférence sur l'économie. Et non seulement elle préférait ne pas venir alors que c'était de la sociologie, en plus quand on lui a dit mais vous savez c'est sur le nouveau cinéma suisse, est-ce que vous aimez les films de Tanner, Alain Tanner, ou non j'aime le cinéma mais j'aime pas Alain Tanner, donc elle est repartie, elle n'est pas restée ici, donc merci à vous d'être venu et d'être encore là en tout cas maintenant. Rassurez-vous, nous n'allons pas parler effectivement tellement des films ou de ce qui se passe dans les films, mais plutôt de ce qui se passe autour des films, notamment du nouveau cinéma suisse dans les années 60-70. Donc la question, enfin le titre, à quoi servent les cinéastes, c'était un peu évidemment une reprise bien sûr du titre de votre série, de votre forum, et a l'air un peu absurde puisqu'au fond, comme le titre du forum aussi, à quoi servent les artistes, ils servent peut-être justement à rien, et c'est bien pour ça qu'ils servent à quelque chose, mais là en l'occurrence comme il s'agit de cinéma, la question est peut-être un peu plus lancinante, sachant que le cinéma, même quand vous faites un tout petit film de rien du tout, ça coûte juste un tout petit 50 000 francs de rien du tout, et donc et surtout qu'effectivement cette question, à quoi servent les cinéastes, à quoi servent les artistes dans l'art du cinéma, au fond est la question que se sont posées justement toute une série d'acteurs, de personnes dans les années que j'étudie, de 63 à 70. Et donc je vais essayer de répondre à cette question à deux niveaux, vous l'avez vu dans le résumé, au fond à la fois le niveau empirique, enfin que j'appelle empirique, c'est-à-dire au niveau de la réponse que donnent les acteurs à cette question à ce moment-là, entre 63 et 70, mais aussi au niveau peut-être plus, alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a des sociologues parmi nous, enfin il y en a je pense, au niveau théorique, enfin sociologique, à quoi servent les cinéastes, à quoi sert le cinéma pour les sociologues et notamment les sociologues de l'art, ce terme étant à prendre assez largement. Quand on dit sociologue de l'art, c'est pas que des gens qui étudient les beaux-arts, évidemment. Donc je suis bien conscient qu'il y a, je pense, plusieurs publics, j'étudie aussi les publics, donc je sais bien qu'il y a probablement il y a une hétérogénéité des publics ici dans cette salle, certains sont peut-être plus venus pour le titre ici en haut, d'autres veulent plus apprendre des choses sur la thèse dont il s'agit, qui est des fois assez aride, sachant que je préviens déjà André Ducret, il y a 200 pages d'introduction théorique sur les 1000, donc il se réjouit déjà. Donc je ne sais pas ce qui vous intéresse plus, cette question-là ou ce point-là. Donc ça c'est au fond le titre enfin il est provisoire justement, d'ailleurs ça ressemble à un titre de film, donc il est encore provisoire. Le titre au fond de la thèse dont il s'agit ici, qui comme vous le voyez évidemment est un titre à 3 niveaux, c'est toujours bien de faire une thèse avec des titres à 3 niveaux, sachant qu'après il y en a un ou deux qui vont disparaître si par bonheur on arrive à faire un livre après. Et donc c'est cette thèse qui est dirigée par Jean-Yves Pidou à l'université de Lausanne et qui est d'ailleurs aussi a été soutenue par le Fonds national, enfin je le dis quand même aussi, qui a quand même payé 3 ans à 50% pour que cette thèse se finisse. Elle n'est toujours pas finie mais elle va l'être bientôt. Voilà, donc ce travail, au fond, de doctorat, donc, que je vous présente ici dans ce cadre-là, au fond, il a pris son point de départ, alors je ne sais pas ce que vous voyez si vous êtes très loin derrière, dans une sorte de rumeur. Au départ, donc là je vais vous parler un tout petit peu de la genèse du projet, qui est intéressante parce qu'elle dit des choses à la fois sur le cinéma suisse et sur la manière de comment il a été raconté dans les histoires du cinéma jusqu'à maintenant, et il dit aussi des choses sur la sociologie de l'art et du cinéma. Donc au départ, le projet partait de cette citation-là, au fond, qui est d'ailleurs, vous le voyez, Pidou, donc c'est effectivement le directeur de ce travail, qui dans un rapport de 1980, donc ça fait un bon bout de temps,
avait rapporté une plainte de Alain Tanner, donc c'est un peu compliqué, il rapporte une plainte d'Alain Tanner de ces années-là, qui aurait dit, se serait plaint justement, des films suisses ont été présentés comme des sucettes de public relations au niveau international. Exemple, Pro Helvetia diffusant des films suisses critiques en Suède pour contrebalancer l'effet défavorable produit dans ce pays par l'initiative Schwarzenbach. Tout le monde sait que c'est l'initiative pour limiter le pourcentage étranger dans la population suisse. Donc ça a donné de la mauvaise presse au pays à l'étranger. Donc Pro Helvetia aurait organisé au fond des tournées de films suisses critiques, dont les siens, de Tanner, parce que ça risquait de faire baisser les ventes du commerce suisse dans ce pays. Enfin, il y a une sorte de théorie un peu du complot qui est énoncée là par Tanner, paraphrasée par Jean-Yves Pidou dans ce rapport de 80. Et donc au départ, c'était un peu ça qui me turlupinait, qui m'intéressait, d'essayer d'aller voir si on trouvait effectivement des traces de ce qui serait un peu une récupération. Hein. Là, on est dans une sociologie de la récupération, alors non pas du recyclage, mais récupération au sens où des œuvres critiques seraient récupérées, utilisées à d'autres fins par le pouvoir. Hein. En gros, l'État helvétique, qui du coup a l'air très machiavélique, là, la Confédération, avec son bras droit Pro Helvetia, qui aurait montré des films suisses à l'étranger, consciemment plus ou moins pour améliorer la presse, l'image de la Suisse dans la presse à l'étranger. Et donc, en cherchant un peu dans les premières sources que j'ai consultées, les rapports du Conseil fédéral sur sa gestion, donc la section cinéma au fond, au département fédéral de l'intérieur, qui chaque année récapitule ses activités, effectivement, quand on regarde ces petits rapports d'activité annuels de cette section cinéma, donc c'est celle que dirige Nicolas Bidot aujourd'hui, tout le monde la connaît du coup, on parle effectivement en 72, enfin on se félicite des succès nombreux qu'il, alors c'est qui il, c'est le cinéma suisse qu'il obtient maintenant à l'étranger. Au milieu des années 70, on parle du renom, on se félicite du renom qu'ont ces films, qu'un autre cinéma, tout d'un coup on parle de notre cinéma, et on dit il fait désormais partie intégrante de la Suisse culturelle. Donc on voit que le cinéma, qui au fond, on le verra un peu tout à l'heure, jusque dans les années 60, n'avait pas de statut très légitime en Suisse, un peu comme ailleurs d'ailleurs. Finalement, c'est dans ces années-là qu'apparaissent ces autres cinémas, ces nouveaux cinémas qui font que du coup le cinéma, petit à petit, en tant que cinéma d'auteur, acquiert un statut légitime qui fait dire justement à la section cinéma, il fait partie de la Suisse culturelle, ce qui aurait été inimaginable 10 ans avant. Donc ça, c'est une des citations comme ça qu'on trouve. On voit aussi qu'en 82, la section se félicite que Das Boot ist voll, donc vous voyez quel film c'est, très critique envers la politique par rapport aux étrangers entre guillemets pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce film a été nominé pour les Oscars, et donc la section cinéma s'en félicite et trouve que ça confirme le niveau artistique, c'est intéressant, élevé du cinéma suisse. Ça, c'est des choses qu'on trouve effectivement dans les sources quand on les consulte comme ça à prime abord. Là, on ne va pas entrer dans le détail. Ça, c'est dans les rapports d'activité de Pro Helvetia, que tout le monde connaît, et qui, justement, a beaucoup contribué. Donc, j'avais reçu un rapport de Pro Helvetia où, effectivement, il diffusait ces films suisses dont on parle ici à tour de bras à l'étranger. Ils ont constitué, par exemple, en 74, effectivement, une sélection en collaboration avec le MoMA à New York, qui s'appelait New Swiss Films. Enfin, il y a toute une série, une semaine cinématographique suisse dès 72 qui sont organisées chaque année. Et donc, cette section cinéma, cette fois de Pro Helvetia, ce service de films de Pro Helvetia, fait partie, au fond, de ces institutions qui font tourner des films suisses à l'étranger et rapportent des citations, qu'on va peut-être pas, vous les voyez là un peu, des citations de l'étranger, entre guillemets, de journaux étrangers qui montrent que ce cinéma est accueilli avec admiration. Il rivalise la nouvelle vague française, le Neue Deutsche Film. Là, ça c'est assez rigolo. Si vous avez de l'appétit pour les Suisses, enfin plus que pour du chocolat, des montres et du fromage, dans ce cas-là, le New Swiss Cinema sera quelque chose pour vous. Enfin, c'est un peu des quasi-publicités comme ça qui sont rapportées dans ces rapports d'activité de Pro Helvetia pour dire Unsere Cineasten, justement, à un moment donné, on parle de Unsere Cineasten.
ont du succès à l'étranger et font partie de notre politique culturelle à l'étranger. C'est ça au fond, hein. Pro Helvetia fait tourner des choses à l'étranger. Et donc, dont ces films critiques. Donc, dans un premier temps, on trouve effectivement des traces qui confirment, hein, au fond, cette théorie un peu du complot, en tout cas d'une sorte de vaste récupération de ces films. Non seulement on fait tourner ces films à l'étranger, ces films critiques, mais en plus on s'en félicite, hein, on relève les prix et les succès de ces films à l'étranger, on rapporte des critiques positives, etc. Et donc, dans un premier temps, il y avait un peu cette idée de faire quelque chose sur un art critique qui est récupéré par un État, bon, récupérateur, j'ai mis là, finalement une image binaire, dichotomique qui rejoignait assez bien l'image qui est donnée de ce cinéma et de son rapport à l'État dans, d'une part, les histoires classiques du cinéma suisse. Alors qu'est-ce que c'est? C'est les livres de Freddy Buach et de Martin Schaub du côté alémanique, hein, qui ont publié, alors des fois le même livre 5 fois sous des titres un peu différents, enfin non, j'exagère un peu, mais ils ont republié souvent des textes et des fois sous des titres différents, enfin, mais c'est un peu les deux grands historiens classiques du cinéma suisse, c'est Freddy Buach, Martin Schaub, des critiques, enfin on voit quel type d'acteurs c'est, enfin c'est des gens qui étaient tout à fait impliqués dans ce qu'ils décrivaient, et donc qui au fond ont contribué à construire cette image qu'on connaît aujourd'hui du nouveau cinéma suisse. Au fond, ils font partie de l'objet analysé, donc il y a dans la thèse, mais on va pas aller dans le détail là-dedans, toute une partie évidemment où on essaie de déconstruire, de comprendre pourquoi, enfin cette image qu'ont construit ces auteurs-là, de ce cinéma-là, cette image conflictuelle qu'ils ont construite avec l'État, où ils ont essayé justement de dessiner une image binaire de la situation qui se retrouve ici. Disons, si on voulait résumer l'image qui se trouve dans ces histoires classiques du cinéma, qu'on ne va pas approfondir ici, il y a vraiment une sorte de dichotomie, hein, qui est construite. Alors j'ai appelé ça le mythe dichotomique, parce qu'au fond ça ne correspond pas à ce qu'on trouve après sur le terrain, dans les archives. Mais l'image que ces auteurs ont construite, c'est effectivement d'un côté un nouveau cinéma suisse qui serait, disons, de l'art, enfin, c'est toujours des termes qui s'opposent, comme ça, hein. L'art qui s'opposerait à l'État, c'est de la création, de l'autre côté il y a la récupération, il y a les œuvres, d'autre côté l'État ne s'occupe pas du tout des œuvres, s'occupe simplement de les faire circuler. Il faudrait peut-être même enlever le mot production dans ce cas-là. D'un côté il y a des artistes, de l'autre côté il y a des bureaucrates, d'un côté il y a des gens compétents, les cinéastes sont compétents, tandis que de l'autre côté l'État qui faisait circuler ses œuvres n'est pas compétent, est incompétent, etc. Il y a toute une série de termes, pureté, impureté, honnêteté, machiavélisme, enfin, il y a une image binaire qui est construite au fond du cinéma suisse d'un côté dans ces années 60-70 et de l'État de l'autre, et qui fait au fond partie effectivement de l'objet à analyser. Et donc après, en approfondissant un peu dans les choses qui ont fait que la problématique ensuite a changé de cette thèse, est devenue à mon avis évidemment plus intéressante, j'espère en tout cas, pour André qui devra lire les 1000 pages, est que, bon, d'une part, effectivement, on en parlera brièvement tout à l'heure des lectures d'approches de nouvelles, ce que j'appelle les nouvelles sociologies de l'art. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse en détail. D'autre part, alors là on va pas lire ça, ce qui est important c'est que vous voyez qu'il y a plein de détails, je crois que c'est ça qui est important justement, d'où les 1000 pages, c'est qu'en allant dans les archives évidemment, au fond je suis allé dans les archives pour essayer de trouver justement plus que ce qu'il y avait là dans les rapports d'activité, où il y a ces sortes de phrases un peu où on se félicite du succès des films suisses à l'étranger. Je voulais aller chercher plus en détail dans les archives fédérales à Berne, dans le fond du département fédéral de l'intérieur, de la section cinéma, des traces un peu plus concrètes sur est-ce qu'il y a eu ce complot finalement, est-ce qu'il y a eu je ne sais pas, des réunions de gens à Berne qui auraient dit écoutez, il faut qu'on envoie quelques films suisses critiques en Suède maintenant ou dans quelques mois parce que la Suisse a mauvaise presse. Enfin, est-ce qu'il y a, disons de manière un peu moins naïve, effectivement une sorte de dispositif qui aurait été mis en place pour faire tourner ces films critiques qui par ailleurs ont été produits dans un contexte tout à fait non questionnable, hein. Là on part toujours de l'idée que c'est des films critiques purs, rebelles, hein. Il y a toujours cette image de ces cinéastes rebelles, etc., qui ensuite ont été récupérés. Et en allant aux archives, on trouve, alors j'ai mis découverte d'un corpus, disons, on trouve effectivement toute une série d'autres choses
et qui font ensuite que la problématique change. Au fond, ce que j'ai trouvé, disons, essentiellement, alors c'est au fond des choses que Nathalie Heinisch a étudiées dans d'autres domaines, hein, ou d'autres personnes dans d'autres domaines, mais c'est au fond disons, ce genre de choses-là, qui n'est pas intéressant maintenant dans le détail, mais ce sont des échanges entre cinéastes, mais pas seulement cinéastes, producteurs, et toute une série d'autres acteurs, et l'État. Alors l'État, évidemment, du coup, petit à petit, cet État va se fragmenter en plusieurs acteurs, parce qu'il n'existe pas en tant qu'État E majuscule, mais là, on va des fois parler d'État quand même. Enfin, il y a des lieux dans l'État, des commissions, etc., on le verra, où, au fond, des films ont été discutés, et des projets de films aussi, sachant que, et on le verra donc tout à l'heure, effectivement, à partir de 63, au fond c'est par là qu'il faudrait aussi commencer, à partir de 1963, en Suisse, il y a une loi sur le cinéma qui entre en vigueur, et donc une politique fédérale du cinéma qui existe. Avant, elle n'existait pas, jusqu'en 63, c'était des histoires de censure, de réglementation pour les sorties de secours dans les salles de cinéma, enfin des choses comme ça. Mais il n'y avait pas de politique, cette politique qu'on connaît aujourd'hui, on voit Nicolas Bidot parler dans les médias, n'existait pas avant 63. Mais à partir de 63, effectivement, il y a une loi sur le cinéma qui a toute une longue histoire qu'on ne détaille pas ici, mais que je détaille dans ma thèse, d'où les 1000 pages, qui est très intéressante, l'histoire est très intéressante de cette loi, et une politique qui commence à fonctionner. Et cette politique, au fond, elle permet de primer les films, enfin si on veut maintenant parler de la production, ce qu'ils appellent la production cinématographique, parce qu'il y a d'autres mesures possibles, ils financent un peu la cinémathèque, ils financent, etc., déjà depuis 63, mais surtout par rapport à ce qui nous intéresse ici, peut-être les films, ces mesures qui existent depuis 63 permettent de primer des films, donc là on est encore dans le domaine finalement assez innocent, parce que les films sont faits par des cinéastes, et ensuite, une fois qu'ils sont faits, ils sont soumis à l'État, par des commissions qui décident si oui ou non ça correspond aux critères. Mais il finance aussi des projets, des projets en cours. C'est un peu ces deux volets de la politique fédérale du cinéma à partir de 63. Et donc, on tombe sur donc non seulement primer des films achevés, donc on pourrait dire ça maintient encore cette dichotomie du créateur libre ou critique ou je ne sais quoi, qui soumet des films pour voir s'ils sont primés, mais l'État finance aussi la production de films. Donc sur la base d'un scénario, évidemment, sur la base d'une liste d'équipes, sur la base du CV de la personne, enfin du requérant, ils appellent ça le requérant après, etc. Et donc là, tout d'un coup, on est dans une zone grise. En fait, c'est un peu ça l'idée. En allant dans les archives, on tombe sur une zone grise. Hein, il y avait noir-blanc avant, là on est dans une zone grise où finalement les films, les projets de films, la valeur qu'auraient ces films, et même les contours qu'auraient ces films, hein, est-ce que vous voulez vraiment mettre cette fin-là, est-ce que vous trouvez judicieux ce titre-là, etc., sont discutés dans les commissions, et ensuite entre les commissions et les requérants, justement, et qui deviennent des fois des recourants, c'est-à-dire des fois ils font recours quand ils ont une décision négative, qu'ils n'ont pas obtenu leurs 50 000 francs, donc pour l'époque c'est beaucoup, ou 20 000 francs qu'ils ont demandé pour faire leur film, ou pas reçu de prime, ils peuvent faire recours, et ça c'est des moments évidemment très intéressants. Donc là c'est des choses d'un recours, justement, qu'on va voir tout à l'heure, des éléments d'un recours, où au fond les deux parties sont obligées de justifier leur point de vue. Hein. La section cinéma, le département fédéral de l'intérieur, qui s'occupe de cinéma depuis 63, doit tout d'un coup justifier pourquoi le film n'a pas obtenu de prime ou d'aide à la production, et devant le département fédéral de justice et police, hein, parce que c'est un autre département qui instruit la procédure, donc tout ça a l'air un peu technique, un peu juridique, mais ce qui est intéressant pour nous ici, sociologues, c'est que du coup ça oblige l'instance qui a décidé que non, de justifier sa décision, et donc d'amener des arguments, de dire ce film on ne va pas le primer, enfin la raison pour laquelle on ne l'a pas primé c'est telle et telle et telle raison, donc on explicite les critères qui des fois sont plutôt un peu implicites, et de l'autre côté les cinéastes, ou peut-être que des fois c'est des producteurs ou des amateurs, hein, parce qu'à toute personne à partir de 63 peut soumettre des films ou des projets de films, argumentent aussi, ils disent mais non, mais mon film vous devez quand même le primer ou le financer pour telle et telle et telle raison, et donc il y a un combat qui s'engage qui est très intéressant.
Là, j'ai mis encore une citation. Un des autres éléments qui ont fait que j'ai au fond changé de problématique, de cette problématique binaire de la récupération vers une autre problématique, c'était aussi un texte. Alors, c'est pas très important. Schlumpf, enfin, cette personne qui s'appelle Schlumpf est un cinéaste alémanique et aussi publiciste. Enfin, ils sont souvent un peu les deux. Ces cinéastes à ce moment-là. Enfin, ils publient, ils font des films. Et dans un article, alors de nouveau au début des années 80, au fond, c'est un peu contemporain à la plainte de Tanner. Donc on voit quelque chose qui se passe à ce moment-là. Au fond, concrètement, il n'y a pas assez d'argent pour le cinéma. Donc plusieurs de ces cinéastes interviennent et font un peu du bruit, au fond, pour augmenter les subsides fédéraux au cinéma. Et lui, ce qu'il fait, ce Schlumpf, je ne vois pas très bien quel film vous pourriez connaître de lui. Il écrit un texte où il parle de, alors c'est en allemand, Unsere Verbündeten, donc nos alliés. Il écrit tout un texte dans un bouquin, dans une revue cinéma, où il accuse nos alliés à Berne, donc au fond c'est justement l'État, enfin les commissions, etc., de ne pas remplir le contrat qu'on avait, tacite, qu'on avait. Alors tout d'un coup on découvre ça. Alors bon, c'est une accusation, donc on peut aussi la remettre en question, mais disons, il y a effectivement, on se rend compte dans ces documents qu'on trouve dans les archives, et dans ce genre d'intervention publique comme celle-ci, où on parle tout d'un coup de nos alliés à Berne, que, effectivement, au fond, ce qui se passe dans ces années, c'est une sorte de concurrence. À partir de 63, donc l'État a plusieurs projets de films qui lui sont soumis, ou bien films terminés aussi. Donc chaque année, à partir de 63, il y a 60, 70, 80 films films ou projets qui sont soumis à ces commissions. Et donc c'est énorme, hein. Le sociologue un peu naïf qui pensait trouver peut-être 5 ou 6 ou 10 petites controverses ou cas à traiter par année, il se retrouve avec 60-70 fois 8, donc ça fait les 500 cas qui existent dans ces années 63 à 70. Et donc, chaque année, dans ces 60 ou 70 films ou projets de films qui sont soumis à la Confédération, plus concrètement aux organes qui s'occupent de ça, ce sont différents types de cinéma suisse qui, au fond, se battent, qui se battent pour la reconnaissance de l'État. Je vais peut-être anticiper en prenant ce transparent-là. Donc, au fond, on se rend compte de ça. Ce mythe où il y aurait eu d'un côté le nouveau cinéma suisse, de l'autre côté un État un peu machiavélique qui récupère des films critiques, est battu en brèche, parce qu'on voit qu'au fond, ces commissions, c'est de l'argent, donc il y a de l'argent qui peut être donné, donc évidemment toute une série de gens s'intéressent à cet argent pour faire des films ou pour obtenir des primes pour leurs films finis, et donc il y a effectivement des cinéastes amateurs, ce que j'ai appelé moi des nouveaux producteurs, c'est-à-dire des gens qui du coup à partir des années 60 se lancent dans le cinéma en tant que producteurs, des petits producteurs indépendants, enfin des fois ça se chevauche un peu, des anciennes maisons de production, donc ça c'est peut-être juste une parenthèse qu'il faut faire. On croit qu'en Suisse il n'y a pas eu de cinéma effectivement avant le nouveau cinéma suisse, alors c'est un peu vrai pour la Suisse romande, mais en Suisse allemande il y a eu toute une petite industrie du cinéma qui a existé. Il y a des alémaniques ici, ils ont peut-être vu des films comme Café Odeon, ou bien les films de la Deuxième Guerre mondiale qui sont toujours un peu nationalistes avec des soldats, etc. Il y a eu une sorte de petite industrie du cinéma du côté de Zurich qui a relativement bien marché dans les années 40-50, mais qui effectivement autour de cette période-là, 60-63, se trouve en crise, entre autres à cause de la télévision, qui enlève au fond le public à ce cinéma un peu tout public, à ce cinéma un peu généralistes, et donc eux aussi, ces maisons de production, je les ai appelées les maisons de, donc c'est la Presence, la Condor, etc., c'est ces noms de maisons de production à Zurich, qui eux aussi se battent, elles aussi se battent pour obtenir de l'argent de l'État, au fond, avec leurs projets. Il y a des cinéastes professionnels et autres, et justement les cinéastes ici, ASRF, c'est quoi la SRF? On va pas détailler parce que je vois que le temps passe. C'est l'Association Suisse des réalisateurs de films, au fond, Tanner et compagnie, ont fondé, juste avant l'entrée en vigueur de la loi, en 62, une association pour défendre leurs intérêts, et qui au fond cette ASRF, Association Suisse des réalisateurs de films, là aussi pour nous pour les sociologues ou pour les gens qui s'intéressent au cinéma, c'est intéressant parce que du coup c'est un peu la naissance du cinéaste, du réalisateur en tant que catégorie, disons, professionnelle reconnue, parce qu'avant ils étaient simplement dans le syndicat des techniciens du film, où il y avait les éclairagistes, les preneurs de son, les caméramans, les réalisateurs, qui étaient tous des employés des producteurs.
Hein, et là, tout d'un coup, Tanner et quelques autres fondent une association, donc à la fois montrent on veut être cinéaste à part entière, enfin on veut que cette position de cinéaste existe en tant que telle, et tout simplement aussi pour pouvoir entrer, hein, en ayant fondé cette association, ils arrivent à entrer dans les commissions, à demander à faire partie des commissions qui vont décider des projets. Donc là, on est complètement au-delà de la dichotomie dont on parlait tout à l'heure, où il y avait d'un côté l'État incompétent, etc., de l'autre côté des cinéastes qui créent dans leur coin. Eux, et une partie de ces gens, se retrouvent dans ces commissions, parce qu'au fond, en Suisse, c'est toujours le même principe, hein, le système de milice, etc. Donc il faut... Et les experts que vous les trouvez au fond dans les cercles aussi des destinataires, des fois des aides, des subventions. Donc là, en l'occurrence, une partie de ces personnes se retrouvent dans les commissions qui décident de ces subventions. Alors quand ça les concerne directement, ils sortent évidemment. Quand ils sont intéressés, hein, ils utilisent le mot intéressé, dans le procès verbal c'est mis Y est intéressé, donc quitte la salle, mais au fond ils sont toujours intéressés, puisque c'est soit des projets à eux, ou de gens qu'ils connaissent, ou de gens qui sont leurs concurrents, mais c'est un peu le propre de ces... Et donc le Tanner, en l'occurrence, se retrouve lui-même dans ces commissions, et participe au fond aux décisions qui sont prises. Ça c'était juste pour dire, donc au fond on change, hein, c'était un peu, on change de perspective, hein, ce projet initial qui était plutôt une sociologie de la récupération et qui donc était plutôt focalisé sur la diffusion et la réception, hein, des œuvres, au fond devient une sociologie, enfin un projet axé sur situé dans la sociologie de la production, de la valorisation des œuvres et aussi de la réception, on le verra, parce qu'au fond dans ces controverses qui occupent ces commissions, la réception jouera un rôle aussi, ne serait-ce que parce que les cinéastes, à l'occasion, en faisant recours, vont dire « Regardez les critiques quand ils m'ont film, il a été bien accueilli par les critiques, donc donnez-moi une prime. » Donc la réception vient jouer aussi un rôle dans ces arènes, ce que j'ai appelé arènes, de ces commissions qui décident des subventions. Donc voilà, là je pourrais parler 2 ou 3 heures, donc je vais essayer de faire attention. Ça c'était une des citations, donc ce qui est très drôle c'est qu'au fond, bon ça c'est justement pas un bon exemple pour ce que je vais dire maintenant, ça c'est une citation de Tanner où il dit en gros, voilà, Charles Mourou-Vif, La Salamandre, hein, c'est ces films que vous connaissez je pense, début des années 70, donc c'est après la période que j'étudie justement, enfin 69 Charles Mourou-Vif, c'est très personnel, alors d'où ça vient de 1000 choses, évidemment l'ambition de ce travail est de montrer que ces 1000 choses, parmi ces 1000 choses, il y a toute une série de choses contextuelles, enfin dans le contexte de production et d'évaluation des films qui est mis en place à ce moment-là, qui fait partie au fond des conditions de ces 1000 choses qui ont fait en sorte que ces films existent après. Je disais ça parce que Tanner, par ailleurs, il a toute une série de citations où il est très lucide, où il dit au fond exactement ce qui va se passer, c'est-à-dire il dit on va créer des auteurs en Suisse, etc., on va promouvoir un cinéma d'auteur, donc au fond c'est assez intéressant de voir après coup, au fond, ceux qui ont gagné cette course de 63 à 70, parce que c'est une sorte de course, hein, il faut essayer de convaincre l'État qui hésite entre plusieurs types de cinéma, hein, c'est ça qui est important, il ne sait pas très bien, parce que cette loi, comme elle a 40 ans d'histoire, justement, dont on ne va pas parler ici, cette loi, finalement, au moment où elle entre en vigueur, on ne sait plus très bien pour qui elle est faite, enfin, elle est plutôt faite pour un cinéma de producteur, justement, 63, mais en même temps, c'est plus très bien pour quel type, enfin, c'est plutôt pour un cinéma pédagogique, un cinéma des films documentaires culturels éducatifs, etc. En 63, cette loi, ces aides sont plutôt prévues pour des producteurs, hein, ça se voit dans des détails, c'est assez intéressant, dans les listes des objets à traiter, hein, quand ces comités se réunissent, il y a une liste des films ou des projets de films, et au fond, ce qui est déterminant, ce qui frappe au début le sociologue historien qui est dans les archives, c'est que ces projets sont listés par producteur, et donc déjà pas forcément par titre, mais par producteur, et on ne comprend pas pourquoi, on se dit mais pourquoi c'est pas le cinéaste, enfin le réalisateur qui est mis, typiquement, au début c'est pas prévu, entre guillemets, dans les catégories de ces comités, et dans les catégories de ces mesures, et dans le cinéma suisse tout court, c'est un cinéma de producteur, comme ailleurs dans d'autres pays aussi, et juste pour resituer, au fond, les nouveaux cinémas, ces cinémas d'auteur, il commence à apparaître à la fin des années 50, hein, 57 je crois, le Free Cinema
en Angleterre, 59 c'est un peu l'année de la nouvelle vague en France, donc là on est, au fond, juste dans les années qui précèdent l'entrée en vigueur de cette loi, se passent des choses dans le cinéma qui font que cette loi ne sert plus à grand chose, parce que cette loi n'est pas faite pour ce genre de cinéma-là, cinéma d'auteur, elle est faite pour des producteurs, et ça se voit justement dans les listes où c'est les producteurs qui sont marqués. Donc même Tanner, dès 64, soumet un projet à ses commissions, Alain Tanner, mais via un producteur, parce qu'il a compris qu'il ne peut pas le soumettre juste lui comme ça comme cinéaste, après il le fera, enfin ils deviendront des cinéastes producteurs justement. Mais à ce moment-là, donc au début on le voit même pas, on se dit il y a un projet qui est soumis par la téléproduction à Zurich et qui s'appelle Les Apprentis, c'est bizarre, c'est le même titre qu'un film de Tanner, puis en fait c'est le film de Tanner, simplement parce qu'il doit passer par ces catégories officielles du dispositif, ce que j'ai appelé le dispositif, enfin ces différentes commissions. Si vous n'avez pas un producteur derrière, vous n'avez aucune chance de toute façon. Donc du coup le projet est soumis par un producteur alémanique avec une lettre en allemand, etc. Et ensuite il y a le projet derrière en français qui est fait par Tanner, ça on le voit déjà au niveau de la langue. Donc au départ, en 63, c'est vraiment un système, ces aides dont j'ai parlé, ces aides, ces primes pour des films, ces quelques aides à la production, sont faites pour un cinéma de producteurs et notamment ne sont pas tellement faites pour la fiction. Donc ça c'est peut-être toute une parenthèse qui s'ouvre, qu'on ne va pas ouvrir trop grand, mais c'est un moment important, c'est pour ça qu'il y a les sirènes. On a souvent dit, après Buach et compagnie ont souvent dit, ben oui, l'État a rien compris, cette loi de 63 ne permettait pas d'aider la fiction, ne permettait pas d'aider la production de fiction, elle permettait de primer la fiction. Donc dès 63, vous pouvez soumettre des films de fiction et les faire primer ou pas, et faire recours, mais vous ne pouvez pas soumettre des projets de films de fiction, ce qui donne des fois d'ailleurs des assez drôles discussions parce qu'on n'est pas complètement sûr, est-ce que c'est un film de fiction que vous êtes en train de nous proposer ou un film documentaire avec des séquences fictives, enfin, parenthèse fermée, et ce qui n'est pas complètement vrai. Cette loi de 63, elle permettait de financer la fiction, et c'est très intéressant par rapport à notre problématique ici, simplement d'une autre manière. On avait estimé que l'État ne pouvait pas financer la production de fiction, justement pour pas influencer la création artistique. On jugeait, on trouvait que juger un projet sur scénario de fiction, pas de documentaire. Documentaire, il n'y a pas de problème, on pouvait financer des productions de documentaires, mais les fictions, là, on trouvait que c'était quelque chose d'un peu artistique, et on voulait pas, justement, du coup, influencer au fond un peu le contenu des films, parce que si à un moment donné, on sait peut-être à peu près quel type de fiction, de film de fiction va passer auprès des commissions, et donc ça aurait influencé, ça n'entrait pas dans les conceptions de la création artistique, même en cinéma, parce que le cinéma c'est quand même quelque chose d'industriel, économique, technique, etc. Mais même pour le cinéma, ce que dit par exemple Hans-Peter Tschudi, qui est le conseiller fédéral à ce moment-là, il dit mais nous ne voulons pas influencer les artistes, la création artistique, donc nous ne pouvons pas financer des films qui sont en train de se faire, des films de fiction. Et donc le compromis qui avait été trouvé en 63, c'était que l'État pouvait financer un studio. Et ça, les producteurs, ils étaient d'accord aussi, puisque c'est eux qui commandaient. À ce moment-là, il y avait cinéastes, n'avaient rien à dire. C'était les producteurs. Les producteurs étaient d'accord avec ça. Eux aussi, eux non plus, ils ne voulaient pas que l'État finance des projets en cours parce qu'ils n'avaient pas envie de perdre la maîtrise sur les projets. Donc il y a une sorte d'envie de garder le pouvoir, le monopole sur un projet qui se fait. Et donc, on s'est mis d'accord sur des primes, parce que les primes ça n'influence pas les films, apparemment, de fiction, ils sont finis. Et sur une aide à un studio. Et puis là, évidemment, on est encore dans les années 50 quand on discute de ça, et c'est une des années où le cinéma de fiction, il se fait dans des studios, c'est évident. Enfin, il ne peut pas se faire, les caméras sont lourdes, il y a du bruit dehors, enfin, il faut faire ça dans des studios. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, au moment où la loi entre en vigueur, ces discussions juridiques prennent toujours des années. Cette loi, elle est discutée depuis 58 à 63. Pendant 5 ans, elle est discutée, et pendant qu'elle est discutée, le cinéma change. Il y a tout d'un coup le free cinema, la nouvelle vague, etc., qui tourne dans la rue, qui tourne en dehors des studios, etc. Et donc, au moment où la loi entre en vigueur en 63, cet article, je ne sais plus si c'est le 4 ou le 5, enfin, qui dit on peut il n'est peut-être pas mis là, on peut financer un studio, nous, la Confédération, on peut payer l'infrastructure d'un studio et les coûts de fonctionnement d'un studio.
il sera jamais utilisé cet article parce qu'à ce moment-là, le cinéma n'aura plus besoin de studios entre guillemets. Enfin, les films se feront à l'extérieur et les films qui se font dans des studios ont encore moins de chances d'avant de trouver un public en Suisse, etc. Donc au fond, il y avait une aide prévue pour les films de fiction, c'est ça le fin mot, mais qui était effectivement pas prévu pour les films singuliers en train de se faire, mais au niveau d'un studio, par exemple. Et toute la révolution, alors ce que j'ai appelé des fois révolution culturelle, de 63 à 70, au fond c'est 8 années qui sont étudiées dans ce travail, c'est que les Tanner et compagnie, que j'appelais les nouveaux cinéastes, au fond vont réussir à convaincre l'État que c'est pas mauvais de financer des films de fiction qui sont en train de se faire. Ils vont réussir à convaincre l'État qu'il doit financer un cinéma de fiction et un cinéma d'auteur de fiction. En fond, à travers toutes ces discussions que j'analyse après en détail dans ce travail, de 63 à 70, c'est X controverses où ils font recours, etc. C'est une vaste entreprise pour convaincre. Alors chaque parti essaie de convaincre, mais c'est eux qui gagnent, hein. Tanner et compagnie gagnent ou perdent, enfin il faut voir après les nuances, mais disons c'est eux qui arrivent à convaincre au fond l'État que l'État peut financer des fictions, donc ça c'est quand même un peu une révolution en Suisse, hein. La Suisse, petite parenthèse qui s'ouvre notre bas de page, la Suisse n'existe pas, la politique culturelle suisse n'existe pas, la Suisse n'est pas très engagée dans le domaine culturel, quand je dis la Suisse, donc au niveau de la Confédération, hein. Typiquement la Confédération s'occupe des musées nationaux, des archives, des bibliothèques nationales, enfin, et la création, enfin, est plutôt au niveau des villes et des cantons, hein. On est dans une confédération, justement, la Suisse n'existe pas, c'est une confédération de 26 petits États, et donc, par contre, dans le domaine du cinéma, à partir de 70, hein, il y a une révision de la loi qui est faite ici en 70, sur instigation des cinéastes comme Tanner, qui permet tout d'un coup c'est au fond un tout petit changement, c'est pour ça que c'est mis un détail intriguant, c'est des tout petits changements de mots dans la loi qui font que tout d'un coup, à partir de 70, la Confédération peut financer des films de fiction sur projet, ce qui est au fond à la fois un tout petit changement et un énorme changement, ça veut dire que c'est une politique beaucoup plus active, et au fond, donc là je vois que le temps avance, au fond, est-ce que les choses qui concernent plus la sociologie de l'art, la théorie, tu devrais bazarder, disons, on va résumer, disons, ce que je fais évidemment, donc il y a toute une partie évidemment sur les approches sociologiques qui ont analysé l'art et ou le cinéma, et l'idée étant, enfin très schématiquement, de dire finalement il y a eu ces anciennes approches qui fonctionnaient sur une théorie du reflet, qui au fond ne voyaient pas forcément tous ces enchevêtrements entre œuvres, artistes et leur contexte de production, et qui essayent plutôt de voir une relation justement de reflet ou d'homologie structurale. Alors moi je mets tout ça un peu dans le même sac, on pourra en discuter. Je suis sûr qu'André Ducret va m'attaquer là-dessus au colloque de thèse, mais disons, cette idée qu'il y a des choses dessous, des rapports de classe, des groupes sociaux, etc., dont l'effet se voit dessus, c'est-à-dire dans les œuvres. Et bon, c'est des approches qui actuellement sont évidemment très débattues, critiquées, etc. Et on les trouve un peu aussi dans le domaine de la sociologie du cinéma. Ça, je vais carrément pas approfondir là. Krakauer, etc. C'est des gens qui effectivement voyaient dans les films le reflet de la mentalité d'une nation, etc. Et moi, j'essaie plutôt d'appliquer, ce que j'ai appelé les nouvelles sociologies de l'art. Alors André nous dira que c'est pas si nouveau que ça, etc. Mais Becker, Aignan, Heinisch, enfin des gens qui au fond, de manière un peu naïve, enfin un peu faussement naïve, disent mais finalement arrêtons d'essayer de chercher le reflet ou des choses cachées, des choses à découvrir, faisons une grande mise à plat. Hein, des fois ils parlent de mise à plat ou de repeuplement, etc. Regardons concrètement, bêtement, quels sont tous les types d'acteurs qui ont affaire avec ces, en l'occurrence films ou d'autres œuvres. Becker, si vous avez lu Becker, c'est ça, hein, ça reste vraiment toujours un niveau très pragmatique, volontairement simpliste presque. Alors après il y a Aignan qui complexifie un tout petit peu
Donc moi je les mets un peu là aussi dans le même sac, ça on en discutera le 2 octobre, ou peut-être tout à l'heure, parce qu'Aignan, qui est dans une approche de sociologie de la traduction, donc là on fait un petit excursus, qui est une sociologie des sciences, Latour, Calon, bon tout ça c'est des mots qui... et Aignan vient de là, et la sociologie des sciences de ces gens-là, Latour, Calon, que Aignan a reprise, intègre les objets, donc c'est très bizarre, c'est une approche qui au fond, sous le principe de symétrie, on veut faire une symétrie de l'analyse. Eux, ils l'ont appliqué justement plutôt dans le domaine de la science, où il y a des machines, des laboratoires, etc. Ils disent, prenons ces machines, ces objets, intégrons-les à l'analyse, au même titre que les humains, ça devient des acteurs non humains. Bon, tout ça semble un peu bizarre ici, mais effectivement, ça peut être utile après pour comprendre les débats et les choses que font les acteurs dans mon objet, puisqu'au fond, ils font ça, ils font des liens, quand ils soumettent leurs projets, leurs demandes à l'État, entre guillemets, à ces commissions, ils font des liens entre leurs projets et d'autres acteurs, et qui sont des fois des objets aussi, ou des acteurs abstraits, comme mon film représente le cinéma suisse, mon film est lié à tel article de la loi sur le cinéma, donc vous devez m'aider. Et donc j'utilise un peu ces approches-là, qui sont des approches qui permettent de faire des liens, ou d'essayer plutôt de suivre les liens que font les acteurs, les gens, entre leurs films, des alliés, ce que j'ai appelé après des alliés symboliques, je ne sais pas, justement dire ça représente le cinéma suisse, ça représente un cinéma d'auteur. Et j'ai encore ajouté Hainich, parce que Hainich, mais ça il faudrait peut-être en discuter plus en détail, au fond s'intéresse après aussi au discours, justement elle intègre les différents discours qui sont tenus sur les œuvres à l'analyse, et aussi les conflits, justement les conflits qui peuvent apparaître, et les négociations qui s'en suivent, puisqu'après on négocie au fond le sens des œuvres et les contours des œuvres. Il y avait toute une partie au fond sur le fait de se retrouver dans des archives, et ce que ça fait effectivement de tout d'un coup être confronté à toute une série de documents, des milliers de documents qui constituent une sorte de puzzle, qu'on doit un peu reconfigurer, enfin remettre ensemble, et qui au fond, à mon avis, c'est plus que simplement un problème de méthode, c'est-à-dire le fait d'être confronté tout d'un coup à tous ces documents où on voit, c'est assez compliqué à expliquer, ces documents, ces lettres, ces procès-verbaux, ces rapports, des photos, des fois les gens ils envoient des photos, voici le film que je veux faire, je vous envoie déjà quelques photos de tournage, enfin, etc. Des photocopies de critiques, ou des critiques découpées dans les journaux, enfin tous ces éléments qui sont envoyés à l'État, entre guillemets, à ces commissions, sont justement des objets, ou des objets à l'intérieur desquels on fait des liens, et puis on fait des liens entre les objets, c'est des sortes de configurations d'alliance, j'ai appelé ça, enfin les acteurs proposent au fond, mettre leur projet ou leur film en lien avec toute une série d'autres choses, et c'est cette configuration qui va faire que un projet va passer ou pas auprès des comités. 7h05, donc ça c'est juste pour vous montrer donc toute cette partie où on réfléchit au fond à cette bizarrerie où un sociologue se retrouve dans des archives, donc il devient un tout petit peu historien, et en même temps il devient un peu ethnologue, ethnographe, parce qu'il est en train de tout d'un coup de découvrir une sorte de tribu, c'est un peu comme une tribu, ou plusieurs tribus. J'avais un graphique qui montrait la structure de ce fameux dispositif, donc ça on peut peut-être pas entrer en détail, ça c'est l'État, quand on dit État c'est un peu plus compliqué que État ou confédération, au fond c'est toute une série de sous-entités comme ça, et qui forment au fond ce qui est important peut-être pour nous ici, une arène, un endroit où on discute des règles du jeu. Donc là Tanner il y est aussi justement, il essaie d'influencer les règles du jeu parce qu'il aimerait justement changer la loi pour qu'on puisse financer des films de fiction et au fond des films d'auteur. Ça c'est un peu dans les coulisses, et puis ça c'est une autre arène, c'est ça dont je vous parlais, c'est ces trois commissions, ces trois comités qui discutent des projets, des films, qui les visionnent, qui regardent 25 heures de films, qui ensuite décident si on va donner des primes à ces films ou pas. C'est l'arène de l'expertise, enfin c'est là où il y a vraiment les débats qui concernent plus les œuvres détaillées, alors que là c'est plutôt les règles du jeu, là on dit mais finalement il faut changer les règles du jeu, etc. Donc
on va pas détailler ce côté justement de ces archives très détaillées, etc. Ce qu'il y a en tout cas, c'est qu'à partir de 63, je vous avais dit, donc à chaque séance, il y a plusieurs séances, c'est très compliqué, ces comités se réunissent 12, 15 fois par an, enfin, il y en a 3, donc fois 3, en fait, ça, donc ça fait là aussi, il y en a, je crois, 120 de réunions dans ces 8 années que j'étudie, donc, et dans 2 vagues par année, il y a 2 vagues, une en mai et une en octobre, et il y a justement des dizaines de projets ou de films qui sont soumis, qui peuvent être des choses complètement différentes, c'est pour ça que j'ai mis cette liste-là qui n'est pas exhaustive. Ça peut être quelqu'un, là, propose, c'est un petit producteur près de Lausanne, je crois, qui propose de faire un film sur le cantique suisse, enfin sur l'hymne national, il a vu dans la presse qu'on peut maintenant demander de l'argent à la Confédération pour faire des films, et donc il envoie son projet, qui sera évidemment, qui sera refusé, ou des maisons de production, Condor Film AG Zurich, donc dès qu'on voit AG, Zurich, c'est des entreprises, des maisons de production zurichoises. Ça c'est de nouveau plutôt un petit cinéaste amateur qui c'est assez rigolo après les trajectoires individuelles de ces gens, qui sera aidé, parce qu'il sera aidé va acheter du matériel, et une fois qu'il aura le matériel, les commissions auront changé un peu de politique, vont lui dire mais au fond on peut plus soutenir ce que vous faites parce qu'entre temps on est plutôt sur cinéma d'auteur. Bon, donc il y a des fois des tragédies aussi. Une association de paysans dans le canton donc c'est vraiment très hétéroclite, dans un canton, je ne sais plus lequel, Schwyz, dans le canton de Schwyz, qui dit on va faire un documentaire sur les paysans de montagne, est-ce que vous pouvez nous aider? Donc il y a de tout, vraiment de tout, et aussi là justement c'est ce que je vous disais, Tanner, vous voyez peut-être rien mais on ne le voit pas tout de suite, téléproduction Mertens et Marty de Zurich, film sur les apprentis, et en lisant après, c'est chaque fois un dossier, chaque projet un petit dossier comme ça, on se rend compte que le projet de Tanner, les apprentis, ce fameux film qui va devenir fameux par la suite, donc il y a toute cette série de projets ou de films qui sont soumis à ces comités, et comment vont-ils juger au fond de si c'est quelque chose qu'il faut primer ou pas, si c'est quelque chose dont il faut aider la production ou pas. Et donc c'est un peu ça que j'ai étudié sur ces 7 ou 8 années 63 à 70. C'est chaque fois, selon quels sont les critères qui font, sur quelle base ils décident. Et donc, on voit notamment, alors ce qu'on voit après dans ces débats autour de ces films, ça c'est le texte que peut-être certains d'entre vous ont lu, qui était, je crois, c'est des choses qui sont dans le texte que vous avez pu télécharger sur le site, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a effectivement, notamment quand c'est un projet de film, au fond, quelqu'un dit, voici mon film, c'est un film sur Guillaume Tell en l'occurrence, et dans son projet, dans sa requête, évidemment, il doit entre guillemets vendre son projet, il doit dire, vous devez le financer, ça justifierait pour telle et telle raison. Donc ce monsieur Schmideli, il dit qu'il a d'expérience, qu'il a une certaine routine, c'est un peu un vieux routier comme ça du cinéma suisse, mais petit producteur cinéaste technicien comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment dans ces commissions, tout le monde se connaît justement, contrairement à ce qu'on dit Buach et compagnie. Dans ces comités, ces 3 comités qu'on a vu tout à l'heure, c'est des gens du cinéma, qui sont dans le champ, ou plus ou moins dans le champ. Tout le monde connaît, ou justement on ne connaît pas. Quand on ne connaît pas un requérant, c'est pas bien. Ça veut dire qu'on ne sait pas qui c'est, que c'est quelqu'un qui ne vient pas du cinéma. Donc lui, en l'occurrence, on le connaît, on ne lui demande pas son CV après coup. Des fois, on dit, mais qui êtes-vous? Envoyez-nous votre CV, on ne sait pas qui vous êtes, pour pouvoir juger de votre projet, justement. Lui, on sait, et puis il donne quelques éléments dans sa lettre. Il dit, mais j'ai d'ailleurs déjà fait un film sur Henri Dunant, qui a eu du succès. Il était déjà aidé par la Confédération, par une autre voie. Il y avait une sorte de petite aide au cinéma avant. Et j'ai fait un projet critique, c'est ça qui est drôle, c'est un projet critique. Je ne sais pas si vous avez lu le texte, c'est un projet critique sur Guillaume Tell, donc ce petit technicien, producteur, réalisateur suisse, je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas son histoire après individuelle, mais il propose un projet dont on aurait pu penser qu'il viendrait plutôt d'un Tanner, où il veut faire une critique de Guillaume Tell. Évidemment, c'est un peu mal parti pour soumettre ça au DFI. Et il dit, alors ce projet Guillaume Tell, oui ou non, est-ce qu'il a existé ou pas, est-ce que c'est un mythe ou pas, c'est ça son film qu'il veut faire. Je l'ai fait avec un professeur Beck à l'université de Zurich, il y a des recherches scientifiques qui d'ailleurs thématisent cette question, etc. Enfin, il rattache ça à différentes choses que j'ai appelées des alliés plus ou moins symboliques. Et après, il y a toute une discussion qui s'engage justement avec ces comités. C'est un cas un peu extrême parce que c'est pas dans les 500 cas comme ça.
heureusement ou hélas. Là, c'est vraiment un cas un peu extrême où, probablement en lien avec le profil justement de ce Schmidli, qui était peut-être quelqu'un de plutôt... je sais pas très combatif ou comme ça, ou qui était un peu connu des comités, ils sont entrés dans tout un processus où ils ont retravaillé, ils l'ont conseillé de retravailler son projet, etc. Ce qui fait qu'à la fin, donc ça c'est après quelques mois, etc., son projet a changé de titre, a complètement changé de configuration, on l'a tout d'un coup rattaché, parce qu'il avait dit j'ai fait ce projet avec professeur Beck à Zurich, à l'université de Zurich. Il s'avère que ce professeur Beck, c'est des discussions qui sont faites après dans les comités, est un Allemand qui est très critique envers Guillaume Tell, enfin qui a justement publié un article dans la N77 en 62 sur la question, et donc les comités disent mais c'est pas très bien d'être avec ce professeur Beck, c'est pas un bon conseiller pour monsieur Schmidli, on va lui proposer d'autres conseillers, on va lui proposer ces gens-là, ils font une liste, non, allez voir ces gens-là, parlez avec ces gens-là, c'est des auteurs, des historiens, eux ils ont une bonne vision de Guillaume Tell, enfin etc. Et donc ils changent. Alors en l'occurrence, un exemple assez drôle parce que toutes ces modifications qui sont imposées là au cinéaste, c'est un peu une procédure spéciale. Ça se passe rarement comme ça, mais ça montre, disons, quand même ce qui aurait pu arriver, ce que les autres anticipent ensuite. Ce que les gens qui font des projets qui passent, ils anticipent ce genre d'intervention. Le projet, à la fin, une fois qu'il est modifié selon toutes ces propositions que font les comités eux-mêmes, n'est plus très intéressant. Enfin, les comités trouvent qu'il est plus très intéressant ce projet. Schmidli a tellement bien suivi les instructions qu'on lui a données que le président de Pro Helvetia lui-même est venu lui parler, lui a dit écoutez, il faut quand même pas poser la question comme ça, Guillaume Tell oui ou non, ne mettez pas dans le titre, changez de titre. Donc à la fin ça s'appelle juste scénario pour un film sur Guillaume Tell, il ne sait plus comment appeler son projet, et il a tellement bien suivi toutes les instructions que justement ce ressort dramatique qu'il y avait au début dans son film, enfin dans son projet de film, de dire mais est-ce qu'il existe ou pas, enfin il n'existe pas mais en tant que mythe il existe, c'était ça un peu son projet. Là il est parti sur un documentaire simplement, où aller montrer où a habité Guillaume Tell, où il a tiré sur Gessner, etc. Et ça c'est plus très intéressant, enfin les comités ne le trouvent plus très intéressant, et donc alors il ne donne pas de réponse négative, ça c'est une subtilité de ces comités, c'est que des fois au lieu de dire non, ils disent écoutez, il faudrait qu'on en discute encore un peu quand même votre projet, dites-nous quand vous voulez continuer à discuter. Et en fait, donc c'est une manière de dire non, mais au lieu de dire non, parce que quand on dit non, il y aura peut-être un recours qui sera fait. Donc au lieu de dire non, ils disent ça. Et ce projet, il est en suspens depuis 64, donc ce dossier est ouvert, enfin ne s'est jamais terminé, c'est un des dossiers qui se termine jamais. Ils ont épuisé le requérant, en l'occurrence ils l'ont épuisé. Ça c'est un peu le contre-exemple, donc c'est un peu évidemment caricatural, mais si vous avez lu le texte, vous avez vu plus en détail. Donc à peu près lors de la même séance, c'est ces séries 2 fois par an, on soumet des projets. Tanner soumet un projet. Alors c'était évidemment, disons, je mentionne ces 2 exemples pour montrer que ça c'est un projet qui est très, enfin qui a des liens solides. Dans ce projet-là, le projet, enfin dans cette requête-là, le projet qui est soumis, les apprentis, est tellement lié. Tanner, mais c'est pas que lui, parce que c'est une dynamique qu'il a un peu dépassée, on peut suivre ça après dans d'autres sources. Son projet est tellement lié à différents acteurs, il y a tout un groupe, le GRFA, qui a été fondé, que lui a contribué à fonder pour trouver de l'argent auprès de l'économie suisse, parce que c'est un film sur les apprentis justement, donc l'économie a intérêt à ce qu'il existe, ce film. Ce film est tellement lié à l'économie suisse, à l'opinion publique, parce qu'à un moment donné on fait une fiche d'information qui présente le tournage déjà en cours, etc. Est tellement lié à différents acteurs qui peuvent marcher, disons, qui ont du poids. En l'occurrence, ils ont vraiment du poids, parce que là, c'est toute l'industrie horlogère qui est derrière, que au moment où les comités jugent de ce projet, ils sont pas obligés de dire oui, disons, mais presque. Ils sont presque obligés de dire oui. Ceci d'autant plus, donc Duby, ce nom Duby, qu'est-ce que c'est Duby ? Duby, c'est le nom du chef de la section cinéma. Donc Tanner, alors on ne sait pas très bien si c'est Tanner ou comme c'est tout un réseau justement qui s'est mis en place, quelqu'un dans ce réseau à un moment donné, peut-être Tanner, qui connaît Duby puisqu'il est dans les comités, a eu l'idée de demander au chef de la section cinéma de venir leur dire comment on fait un film finalement de ce genre, parce qu'il faut savoir que Duby, ça je ne l'ai pas dit, était producteur. Donc c'est un ancien producteur de films suisse, il y en avait justement vers Zurich. Donc autrement dit, il a réussi, alors que ce soit lui ou une autre
autre maillon de la chaîne, a intégré au fond entre guillemets le patron du cinéma, enfin le patron de ces sections cinéma, etc., dans son maillage, dans son réseau. Ce qui fait en gros qu'au moment où les comités reçoivent ce projet, ils peuvent presque pas refuser parce qu'il y a l'économie qui est derrière, on parle d'art, on parle de cinéma moderne, on parle de... Et il y a Duby, justement, le chef de la section cinéma, ancien producteur de films, qui est aussi dans l'histoire, en gros, il est aussi dans l'histoire. Et donc c'est ça qui est intéressant. Ça c'est justement typiquement un exemple d'un dossier qui est très court, enfin très petit, quand vous êtes dans les archives. Je sais pas, c'est 10 feuilles ou 12 feuilles, parce que ça passe comme une lettre à la poste. Et c'est ça qui est intéressant, enfin, c'est que ces fameux cinéastes rebelles, etc., voilà, c'est un exemple, mais là il a réussi à faire un projet qui passe comme une lettre à la poste et qui pose aucun problème. Enfin justement, tout a été fait pour que ça ne pose pas de problème, pour qu'il ait ses 40 000 francs, pour qu'il puisse faire son film. Il était très pragmatique. Donc un peu à l'inverse de l'image qu'on se fait au fond on aurait pu, moi j'attendais en l'occurrence de trouver des grandes controverses, que Tanner soumette des projets critiques et qu'on lui dise mais vous êtes fou, enfin on ne peut pas financer ce projet-là. Et tous les projets de Tanner passent comme une lettre à la poste, parce que comme il est dans les comités, il sait exactement, disons c'est un peu l'hypothèse, ce qu'il faut faire, comment présenter un projet, comment le solidifier justement avec des alliés pour qu'il passe. Bon après, je peux pas... J'ai combien de temps, André, encore? J'ai plus de temps en fait. Oui, t'as pratiquement... il te reste 3 minutes d'après les règles. D'accord. Après, là où ça se complique, ça c'était des projets au fond où plus ou moins enfin si dans le cas de Schmidli il y avait déjà une sorte d'évolution temporelle, de diachronie, mais celui de Tanner c'est au fond une coupe synchrone, comme il n'y a pas eu de problème, il a passé. Après il y a d'autres cas où justement les recours, où on fait recours, où les cinéastes font recours, où les producteurs font recours, et là du coup il y a tout un déroulement très compliqué que le chercheur quand il est aux archives doit reconstituer. Tout ce que je vous dis là, c'est pas du tout comme ça dans le dossier, c'est très compliqué parce que les PV, les procès-verbaux des séances sont complètement à un autre endroit, dans d'autres cartons, donc tout ça, s'il n'y avait pas FileMaker, ce serait impossible à reconstituer. En fait, il a fallu reconstituer ce qui a l'air ici d'être tout simple, comme ça, des projets tels quels. Tout ça est au fond, c'est un puzzle qui a dû être reconfiguré dans les archives. Donc là, je ne peux pas entrer dans le détail, c'est le cas d'Alexander Seiler, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui a fait des films justement comme Siamo Italiani, qui est très connu, un documentaire sur les travailleurs italiens en Suisse, et notamment un peu au fond sur le mépris des Suisses envers ces travailleurs italiens, en 64 aussi. Et lui, typiquement, alors ça c'est un cas très compliqué, puisqu'il soumet son film qui est terminé pour une prime, les comités... Donc ça c'est sa requête, il dit voici mon film, vous allez le regarder comme tous les films qui sont soumis pour une prime, et je vous dis qu'il faut le primer pour telle et telle raison. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement systématique, Alexander Seiler. Sa requête pour une prime, je ne sais plus combien de pages elle a, c'est pas mis, est-ce qu'elle a 10 pages, enfin c'est très très compliqué déjà, juste la requête, parce que je pense qu'il anticipait évidemment sur les difficultés qu'aurait son projet, enfin son film à passer, parce que c'est un film qui est justement critique, enfin qui a été ensuite perçu comme très critique dans la presse, etc., internationale, contre la Suisse. Ce qui n'est jamais discuté dans les comités, jamais personne dit ce film est trop critique, on ne va pas le primer, on trouve toujours d'autres raisons. Alors lui il dit il faut le primer parce qu'il correspond aux critères qui sont dans la loi, enfin il amène toute une série d'éléments, c'est du cinéma vérité, c'est ce qui se fait aujourd'hui, etc. Et ensuite, alors j'ai reconstitué ça dans des sortes de petits dessins, parce que sinon on ne comprend pas. Ça c'est la controverse la plus compliquée, la plus longue, où effectivement la décision, ça c'est le schéma de la décision du dispositif qui amène toute une série de raisons contre. Pourquoi on ne va pas primer votre film, qui détruisent, c'est un peu visualisé comme ça, c'est un champ de bataille un peu. Ces raisons détruisent ce que vous nous avez dit là, ça ne vaut pas. Au fond, votre film ne doit pas être primé. Ils ne disent pas, il est critique, etc. Ils disent il y a différentes raisons. Manque de profondeur, manque de contexte sociologique. Il y a des fois des discussions sur la sociologie. Et lui-même, ici, disait je ne fais pas un film sociologique, je fais un film artistique, délibérément. Et eux, ils disent ça manque. Justement, ça manque, le contexte sociologique, on ne comprend pas pourquoi les Suisses traitent les Italiens comme ça, etc.
sous-entendu. Et ensuite, alors après ça se complique, là on peut encore moins entrer dans le détail, donc vous voyez que ça devient toujours plus petit, donc ça c'était la requête, ça c'était la décision, c'est des choses que tu auras à étudier cet été après l'Euro, André. Mais c'est aussi passionnant qu'un match de foot. Il y avait la requête, il y avait la décision qui disait non, vous avez tort, et il y a Zeiler qui dépose une plainte, donc il fait recours. Celle-là, je ne l'ai pas mis là, elle a 15 pages, je crois. En allemand, mais je suis bilingue, donc ça va. Et effectivement, où il amène toute une série, alors il est très très cartésien, très schéma, c'est souvent des gens, ça c'est une parenthèse, des gens qui, à l'époque, c'est ces nouveaux cinéastes, Tanner et compagnie, c'est des gens qui ont fait l'Uni, lui il a un doctorat, Zeiler, donc c'est des gens qui savent manier la langue, qui savent manier le verbe, qui savent argumenter, et ça on voit très bien qu'effectivement dans ces comités où à un moment donné il faut savoir argumenter, le petit cinéaste qui ne sait pas, un petit cinéaste qui est peut-être pas très bien formé, qui a juste suivi un cours de photo, qui veut se lancer dans le cinéma, il n'arrivera pas à faire ça, à faire un recours qui tienne la route et qui connaît pas la loi, les détails de la loi, etc. Et donc là, Zeiler, par contre, la connaît très bien, enfin là on peut pas entrer dans le détail, mais il amène toute une série d'éléments avec justement cette idée, l'enjeu au fond c'est toujours de ramener la loi à soi. Là il avait dit, mon film correspond à la loi. Ici, les instances avaient dit non, la loi est de notre côté. C'est nous qui avons la loi. Votre film ne rentre pas dans les critères de la loi. Et lui, il ramène la loi de son côté. Je dis ça parce qu'il y a certains de ces schémas, j'en ai fait pour d'autres cas, où on voit très bien que la loi, elle reste, les requérants et les recourants n'essayent pas de ramener la loi à eux. Donc ces schémas, c'est à la fois des schémas illustratifs, mais aussi des schémas pour essayer de comprendre. Tout d'un coup, on comprend ce qui se passe en le faisant, en fait. Donc c'est plus que simplement de l'illustration. Et là, on voit qu'effectivement, il arrive, en tout cas, il amène la loi de nouveau de son côté, avec toute une série d'arguments qu'on peut peut-être pas maintenant détailler ici. Et il y a encore une quatrième étape, donc là ça devient ingérable pour Word, en l'occurrence. Word n'arrive pas à gérer ce graphique qui est dans un fichier séparé, puisqu'au fond, les petites étapes, il y a toute une série de choses qui se passent encore après et qui sont très importantes parce qu'au fond c'est les arènes, ce que j'ai appelé les arènes externes, c'est-à-dire le film entre-temps commence à circuler dans des festivals à l'étranger, etc. Il y a des critiques positives, et donc Zeiler ne se gêne pas évidemment d'envoyer de temps en temps un petit dossier de critique en complément du dossier, enfin je verse ces pièces au dossier, ce qui fait qu'à un moment donné les commissions en bout de cours, enfin en bout de trajectoire, se retrouvent avec là de nouveau il n'y a plus que le film, plus seulement le film, mais il y a toute une série d'autres acteurs qui se sont ralliés à ce film, qui sont rattachés à ce film, la critique internationale, il a reçu un prix dans tel festival, et donc alors ce qui est très heureux dans ce cas-là en l'occurrence, c'est que Zeiler, un des arguments qu'il amène dans son recours, c'est de dire vous n'avez pas vu la dernière version du film. Au fond, j'avais pas eu le temps de vous envoyer la dernière version du film. À cause d'un décès dans la famille, donc la personne ne peut rien dire. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais il y a eu un décès dans la famille, j'ai dû partir à l'étranger, j'ai pas pu vous envoyer vraiment la dernière version du film. Et donc c'est cette histoire de dernière version du film qui va permettre de sauver la face à tout le monde. C'est-à-dire qu'à la fin, dans la décision, dans la troisième décision du dispositif, de l'État, on pourra dire finalement, c'est vrai, les modifications que vous avez apportées au film vont à l'avantage du film. Alors, ils disent pas, on est confronté à 20 critiques, à 30 choses et tout. Ils disent, écoutez, c'est vrai que le film n'est plus le même qu'avant, vous avez raison. En fait, il est mieux qu'avant, c'est vrai. Enfin, il y a quelques arguments internes. C'est toujours intéressant de voir à quel moment on utilise les arguments internes ou externes. Et en l'occurrence, il gagne. Effectivement, Zeiler reçoit ses 25 000 francs de prime, en l'occurrence, avec toute cette argumentation, avec toute cette, en ayant réussi justement à rallier toute une série d'alliés, d'acteurs à son film. Donc là, heureusement que je suis bientôt. Donc il y a toute une série d'autres cas comme ça. Après, c'est intéressant de voir comment les autres types de requérants, j'appelle ça les requérants, enfin de cinéastes ou de producteurs se battent pour essayer d'attirer au fond les faveurs de l'État et de faire changer ou de convaincre l'État que le cinéma suisse c'est eux. Parce que c'est ça un peu l'enjeu, c'est de dire mais le cinéma suisse c'est nous, c'est pas eux, c'est pas les maisons de production. Puis les maisons de production disent le contraire, disent non mais attendez, le cinéma suisse c'est nous quand même. Des films qui plaisent à beaucoup de gens, etc. C'est comme ça le cinéma suisse, c'est pas ces films amateurs, expérimentaux, avant-gardistes que font des Tanner et compagnie.
Mais ce qui se passe effectivement, c'est que petit à petit, alors en lien avec le fait qu'effectivement, ils arrivent à rallier la critique à leur cause, etc. Soler, à partir de 1966, il y a Soler, festival, enfin les journées cinématographiques de Soler, qui apparaissent et qui sont toujours une sorte de contre-arène, parce que quand ils ne reçoivent pas de prime, du coup ils font recours en disant mais mon film il a été applaudi à Soler, puis vous ne me donnez pas de prime, enfin ça rime à quoi, c'est pas possible. Donc toute une série d'éléments qui font que le dispositif, mais pas seulement s'adapte, disons il change aussi lui-même de conception de ce qui est possible d'être financé par l'État, avec effectivement comme conséquence ce que je vous ai montré au début, c'est-à-dire qu'en 70, il y a une révision, donc c'est quelques années où ça se déroule, c'est controversé, et en 70, une révision de la loi sur le cinéma est faite, qui au fond permet tout d'un coup à l'État de financer des films de fiction et notamment des films d'auteurs. Enfin, l'idée c'est vraiment à partir de ce moment-là d'avoir une politique dirigée vers un cinéma d'auteur. Alors qu'en 63 on était plutôt dans un cinéma de producteurs. Je vous ai parlé des petits détails, des listes où il y a les producteurs qui sont notés. À partir de 70, et il y a un document très intéressant que j'ai trouvé à un moment donné, mais complètement ailleurs, dans une autre archive, qui date de 74, donc c'est un tout petit peu après, mais qui formalise ça, qui s'appelle Leitbild F, parce que les alémaniques sont toujours très organisés, donc il s'appelle Leitbild F pour Film Förderung. Et ce Leitbild F, donc ligne directrice F, quand vous lisez ce Leitbild F, qui est donc comment nous faisons notre politique du cinéma, nous, Confédération helvétique, c'est le cinéma d'auteur. Tout ce qui est écrit là, c'est vous, les auteurs, vous pouvez nous soumettre des films ou des projets de films. Si vous avez un scénario, c'est très bien. Si vous n'en avez pas, ça fait rien. Vous êtes des créateurs, on accepte aussi sans scénario. Si vous avez un problème à monter votre budget, parce que les producteurs, ils n'avaient aucun problème à monter leur budget, mais eux, ils savent des fois pas très bien comment faire. Si vous avez des problèmes, ça fait rien, on va vous aider. On a des formulaires, si jamais, pour vous aider à monter votre budget. Enfin, l'État, à ce moment-là, est vraiment passé dans un rôle de coproducteur. C'est pour ça que j'ai mis dans le titre la coproduction. Et là, peut-être ça permet de faire le lien avec la fin. La coproduction, c'est vraiment cette idée, à un moment donné, à partir de 70, l'État devient un coproducteur, au sens déjà simplement cinématographique du terme, c'est-à-dire ces boîtes de production que ces jeunes cinéastes n'ont pas forcément, parce qu'ils sont tout seuls, au fond, eux, ils ont besoin d'argent, ils ont juste envie de faire des films. Ils n'ont pas toute cette infrastructure lourde autour d'eux qu'ont les maisons de production zurichoises. C'est l'État qui va au fond jouer ce rôle-là de producteur, de soutien, etc. Et coproducteur aussi, évidemment, je fais un jeu de mots au sens sociologique du terme, c'est-à-dire qu'au fond, c'est pas que au niveau infrastructure, au niveau argent, au niveau on ne lui donne pas des caméras, disons, mais c'est pas que au niveau infrastructure, mais c'est évidemment aussi au niveau des œuvres elles-mêmes, entre guillemets, enfin des films qui sortent de ce contexte-là, de ce mode de production-là, que l'État devient coproducteur. C'est-à-dire ce nouveau cinéma suisse, peut-être là-dessus qu'on va lentement finir, ce nouveau cinéma suisse, qu'on appelle comme ça à partir de 70, à peu près justement, à partir de cette politique qui se met en place vraiment dirigée vers un cinéma d'auteur, suisse d'auteur. Ce nouveau cinéma suisse n'est pas que un produit de quelques cinéastes rebelles qui ont fait ça un peu dans leur coin, qui ont fait des films critiques. C'est vraiment le résultat d'une coproduction, cette fois au sens plutôt sociologique du terme. C'est d'une co-construction, au fond, il faudrait peut-être dire, entre, au fond, des acteurs assez divers, et notamment entre tout simplement des représentants de l'État, mais qui sont souvent des gens de l'extérieur, qui viennent prendre place à l'intérieur du comité de l'État, et des cinéastes. Et donc, pour terminer sur cette question, les cinéastes, à quoi servent les cinéastes? Effectivement, concrètement, là, on pourrait rechercher les citations que je vous avais montrées au début, le Jerusalem Post qui est content des films suisses, le Washington Post, etc., le Variety, tous ces journaux. Au fond, à ce moment-là, l'État, alors je dis l'État, c'est le comité, cette section cinéma, se décide pour le cinéma d'auteur, en gros c'est ça, on dit finalement, Tanner et compagnie, ils ont raison, on ne peut pas tout faire, on est obligé de choisir, on va choisir le cinéma d'auteur, pourquoi? Parce que c'est pas très cher. Alors ça, vous ne le trouverez pas comme ça dans un document, hélas. Ce serait bien si on trouvait un document qui disait tout ça, mais disons, en gros, c'est ça, le calcul est que c'est ce qui marche. À ce moment-là, c'est plutôt ce type de cinéma-là qui marche. Ces grosses productions zurichoises ne marchent vraiment plus, disons. Ils n'arrivent pas à convaincre l'État qu'il faudrait les aider pour que ça marche.
Et en plus, non seulement ça marche auprès d'un petit public cinéphile un peu partout dans le monde, mais en plus ça rapporte des prix, ça rapporte un rayonnement pour la Suisse. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on préfère? On préfère payer des grosses machines zurichoises qui plairont surtout aux Suisses et qui donneront rien à l'étranger. Et qui, sous-entendu, sont très suisses souvent, hein, mais l'État ne veut pas payer ça. Ils préfèrent payer des films peut-être un tout petit peu modernes, critiques, jeunes, qui marchent peut-être pas très bien en Suisse, mais qui marcheront bien à l'étranger dans certaines salles arts et essais, et qui justement apportent ce rayonnement. Et donc les cinéastes servent à ça au fond, hein. Au niveau en tout cas des acteurs, c'est la réponse qui a été trouvée à cette question. Les cinéastes servent en l'occurrence à faire rayonner la Suisse. Argument que les cinéastes eux-mêmes après ont utilisé. On dit mais finalement nos films, vous savez, si vous nous soutenez nous, vous savez que nos films ils circulent à l'étranger dans des festivals et tout. Sous-entendu, c'est quand même mieux que ces grosses productions zurichoises qui n'ont aucune chance auprès de la critique à l'étranger, etc. Et voilà, le dernier point que j'aurais voulu développer, mais ça on peut peut-être le faire dans la discussion, c'est effectivement du coup l'utilité des cinéastes pour le sociologue, c'est-à-dire que cette idée que finalement dans le cinéma où tout est toujours lié à toute une série d'acteurs, hein, vous pouvez difficilement faire un film tout seul, et en plus dans ce fond, dans ce corpus là dont je vous ai parlé, où on voit tous ces liens qui sont faits, sont discutés, l'idée c'était de dire effectivement le cinéma, les cinéastes peuvent être utiles à l'analyse sociologique parce qu'il fait voir justement tous ces liens et il fait voir ce qui effectivement peut-être dans d'autres formes d'art, littérature comme ça est plus implicite, plus caché, enfin pas visible disons. Donc c'est un peu là-dessus que je voulais terminer. Merci de votre attention.